Bienvenue à toutes et à tous pour ce 6e midi circulaire. Alors, ce n'est pas tout à fait le 6e parce qu'on en a fait un autre sur notamment la mise en réseau. Sacré midi circulaire sur la caractérisation parce que nos 3 intervenants ont explosé les scores. Vous étiez 183 inscrits. Alors, même si nous n'avons pas 183 présents pendant le webinaire, c'est quand même vraiment super intéressant de voir que ce sujet intéresse autant. On n'avait pas de doute et on est ravis, on est vraiment ravis d'accueillir Sylvain Laurenceau du CSTB, Thomas Garnesson de Novatech 94 et puis François Briard d'Alpe Control. Donc, ce sont nos trois super intervenants du jour. Je crois que vous êtes très attendus. Le sujet de la caractérisation pose toujours énormément de questions. Nous sommes ravis de vous accueillir. On fait ces midis circulaires dans le cadre de Recita avec 3AR. Nous sommes ODIS avec David et nous sommes ravis de vous accueillir. Si on peut passer à la slide suivante, Sylvain, s'il te plaît. Petite précision sur l'outil Zoom. Merci de bien préciser vos noms, prénoms et structures. Ça permettra de faciliter les échanges. Les questions se posent par le biais du chat et puis on vous donnera la parole. S'il y a des questions auxquelles on n'a pas eu le temps ou on n'a pas pu répondre, on vous y répondra le mieux possible lors de la restitution. David vous fait toujours de superbes restitutions. Petite date à retenir, prochain midi circulaire le 20 mai. N'est-ce pas, David? Oui, le 20 mai, et ça va être un retour d'expérience. La dernière fois où on avait voté, on avait dit qu'effectivement qu'une fois sur deux, on ferait un retour d'expérience. Vous avez l'air de vraiment apprécier ça. Et ça va être un sujet, je pense, qui va vous passionner. C'était le sujet du béton, en fait, du recyclage du béton. Donc, on est en train de préparer ça. On commence à avoir une première version des slides. Donc, voilà. Je pense qu'on va vous mettre en lien d'inscription même dès aujourd'hui. Eh ben, c'est super. Merci beaucoup, David. Et puis, écoutez, moi, je vous propose de commencer. Alors, 3R va faire passer une petite communication. David va la faire passer dans le chat. Anne, pendant que tu es là, est-ce que tu veux en parler quelques secondes? Bonjour à toutes et tous. Non, en lien avec le sujet économie circulaire et TP, on restitue nos travaux AMI voirie durable à partir de lundi. Ce sera tous les lundis à 11h30. Et donc, David, du coup, je te laisse envoyer le lien puisque tu es dessus. Voilà. David est notre chat master comme d'habitude. Donc, merci à tous les trois. Écoutez, moi, je vous propose, Sylvain, si parfait, Sylvain est à fond. Petit rappel, le webinaire est enregistré. Vous trouverez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Et donc là, je vais donner la parole à Sylvain, qui est responsable de la division économie circulaire au sein du CSTB. Et effectivement, le CSTB, nous sommes ravis de t'accueillir. Merci beaucoup, Sylvain, c'est à toi. Ok, merci bien. Ouais, du coup, écoutez, le plaisir est réciproque. Donc, moi, je vais vous faire une introduction un peu générale sur la question en gros, de la justification de l'aptitude au réemploi et de l'évaluation des performances. Peut-être un mot avant pour dire que, donc, au niveau du CSTB, on a mis en place une feuille de route sur l'économie circulaire dans laquelle on a 3 grands axes de développement, donc qui sont la connaissance des flux de matière et des stocks. Partant du principe qu'on a fait beaucoup de choses pour analyser la consommation énergétique du parc, beaucoup moins sa matérialité. Donc, qu'est-ce qu'on consomme comme ressources, qu'est-ce qu'il y a dans le stock existant, qu'est-ce qu'on produit comme déchets, qu'est-ce qu'on en fait, quel est leur potentiel de valorisation, et ainsi de suite. Vraiment des questions de modélisation. Un axe autour de la valorisation de l'existant. On va avoir le soutien, l'accompagnement au développement du réemploi, l'accompagnement au développement du recyclage et notamment l'intégration croissante de matières recyclées dans les nouveaux produits de construction. Et puis l'accompagnement de la filière. Merci. Ouais, accompagnement de la filière pour passer d'une logique de démolition à une logique de déconstruction sélective. Et puis le troisième axe qui va porter autour de l'éco-conception, donc l'éco-conception des nouveaux produits. Comment on fait pour intégrer les principes d'économie circulaire au stade de la conception de nouveaux produits ou des nouveaux ouvrages ou territoires. Et donc, le sujet du réemploi fait partie de l'axe 2 sur la valorisation de l'existant. Peut-être quand même, juste pour rappel, on est dans le bâtiment, on est sur des dynamiques qui sont assez lentes.
Par exemple, on considère qu'il y a à peu près 70% des logements présents en 2050 qui sont déjà construits en 2005. Et donc, de gérer les stocks existants et les flux de matières qui viennent des stocks existants, c'est des problématiques qu'on va rencontrer, en tout cas dans les dizaines, très largement dans les dizaines d'années qui viennent. Aujourd'hui, ça va être assez schématique, hein, mais pour dire qu'aujourd'hui, dans la question du réemploi et de la justification de l'aptitude au réemploi, on a à peu près deux approches. Une approche, en gros, chantier par chantier, qui peut du coup bénéficier de certains outils comme les plateformes numériques qui cherchent en gros, à mettre en adéquation l'offre et la demande. On a plusieurs configurations possibles. Est-ce qu'on reste dans le périmètre d'un même maître d'ouvrage? Est-ce qu'on reste sur le même site? Est-ce qu'on transite par un autre site? Quelle est la place de l'AMO réemploi, du diagnostiqueur et ainsi de suite? Donc, il y a plusieurs configurations qui existent là-dedans. Et les tiers-lieux de reconditionnement, où là, on a un site qui vient collecter, reconditionner la matière pour ensuite la remettre sur le marché. Sachant que, du coup, sur cette approche chantier par chantier, aujourd'hui, on est dans des logiques qui sont assez spécifiques en fait, à chaque chantier, où on va dire l'acceptation, la validation de l'intégration de matériaux de réemploi, matériaux ou produits de réemploi, se fait un peu au cas par cas. Et du coup, ça peut être parfois chronophage, avoir une forme d'incertitude sur le fait qu'on arrive à atteindre le résultat. Et puis, au niveau des tiers-lieux de reconditionnement, il y a aussi besoin d'une forme de reconnaissance des process pour faire en sorte que les produits qui vont sortir de ce tiers-lieu de reconditionnement soient considérés comme répondant à toutes les exigences normatives, réglementaires ou autres qu'on va pouvoir leur demander. Ensuite, aujourd'hui, voilà, on en est à peu près dans ces différents schémas au niveau du réemploi. Il faut voir qu'on est aussi sur des pratiques qui sont assez largement soutenues par des évolutions législatives assez récentes, que ce soit au niveau de la gestion et de la valorisation des produits, matériaux et déchets, donc avec la loi AGEC, anti-gaspi économie circulaire de février 2020, qui prévoit déjà donc la mise en place d'une filière REP pour le bâtiment en tout début 2022, avec du coup des objectifs qui restent à définir autour du soutien au développement du réemploi. Également, l'obligation de changer, en gros, d'abandonner le diagnostic déchets et de passer à un diagnostic produit-matériaux déchets. Et derrière ce changement de terminologie, l'aspect produit-matériaux fait bien référence au développement des pratiques de réemploi. La révision du statut de déchet, du coup, qui cherche aussi à accompagner, lever un certain nombre de freins juridiques, en tout cas la massification de ces pratiques. Et puis, toujours l'idée d'avoir la commande publique comme un vecteur d'entraînement, en tout cas, pour le développement des nouvelles filières, et donc de mettre la commande publique au centre de l'émergence de ces nouvelles pratiques. Donc ça, on est plus sur l'aspect gestion des produits, matériaux, déchets. Ensuite, il y a tout un volet éco-conception, et notamment, du coup, la réglementation environnementale 2020, qui va avoir un gros changement dans le sens où elle va intégrer dans le périmètre réglementaire pas uniquement la phase d'utilisation, donc la baisse des consommations de chauffage, mais toute la phase de production des bâtiments. Et donc d'intégrer les impacts associés aux produits, matériaux, équipements du bâtiment. Et dans ce cadre-là, du coup, le réemploi sera du coup valorisé, et donc le fait d'avoir recours en gros à du réemploi permettra de donner d'autres marges de manœuvre pour le reste de l'ouvrage. Mais il y aura une valorisation du réemploi dans ce volet éco-conception pour les nouveaux ouvrages. Et puis un sujet qui est du coup dans le périmètre de l'évolution réglementaire, qui est la loi ESSOC, et le permis d'expérimenter qui en a découlé, donc qui intègre en tout cas un principe d'attestation d'effets équivalents sur une dizaine de sujets, dont le sujet du réemploi.
où l'objectif, c'est de pouvoir justifier par un résultat, on atteint du coup par une méthode un petit peu différente, qu'on atteint des résultats qui sont équivalents à une obligation de moyens. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que cette loi ESSOC, du coup, elle est dans le périmètre de l'État et donc elle est dans le périmètre de la réglementation. Et tout ce qui va concerner le jeu d'acteurs et notamment les questions assurantielles n'est pas directement concerné par la loi ESSOC. Donc, pour revenir par rapport à ce que je disais, tout à l'heure, on a donc aujourd'hui des approches qui se font un peu au cas par cas, en tout cas chantier par chantier. Et il y a une possibilité, en tout cas, d'aller vers une forme d'harmonisation des pratiques au travers de rédaction un peu de méthodologie commune. Et de pouvoir après de passer d'une approche au cas par cas à une approche qui est plus générique. Sachant que si on veut développer des approches génériques, il faut qu'on avance famille de produits par famille de produits. On ne peut pas traiter le cas du réemploi d'une manière générale. Il faut traiter, je ne sais pas moi, les portes, les parquets, les plafonds suspendus, et ainsi de suite. Mais qu'en fait, pour chaque produit, chaque famille de produits qu'on identifie comme a priori intéressante pour un réemploi, on puisse développer du coup des guides harmonisés qui viennent proposer des pratiques communes en fait pour faciliter du coup l'intégration et la reconnaissance de l'aptitude au réemploi. Avec comme intérêt du coup le fait d'aller vers des méthodes harmonisées, de pouvoir limiter les risques, de pouvoir clarifier les choses, de préciser également les rôles de chacun, parce une fois qu'on a défini ce qu'il faut faire, de partager les responsabilités en disant qui fait quoi, c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple. Et puis, du coup, derrière, une fois que les choses sont plus claires, on peut aussi anticiper un peu plus facilement et intégrer différentes exigences. Alors, sur ce volet, on va dire harmonisation des pratiques et aller vers une approche générique du réemploi, il y a un certain nombre de travaux qui ont déjà été menés pour développer justement des guides qui proposent un mode opératoire un peu commun sur une famille de produits pour préciser la manière dont on doit diagnostiquer, identifier les performances à justifier et puis proposer ensuite des modes de justification des performances. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir couvrir toutes les étapes du diagnostic à la remise en œuvre, de pouvoir déjà, parmi tous les domaines de réemploi qu'on peut envisager, quelles sont les performances qu'on va devoir justifier. Et puis derrière, le point clé, en fait, c'est de pouvoir proposer d'identifier des modes de preuve qui permettent de justifier de chacune de ces performances. Sachant que dans la pratique de réemploi, du coup, on est sur quelque chose qui est un peu spécifique où on peut identifier plusieurs types de justification de performance, que ce soit des documents historiques, des contrôles in situ ou des process d'échantillonnage et d'essai. Et donc, à date, il y a une dizaine de guides qui existent, dont 8 qui sont parus à la fin du mois de mars dans le cadre de travaux qui ont été financés par la Fondation Bâtiment Énergie et qui ont impliqué du coup une bonne quarantaine d'acteurs, dont vous pouvez aller voir du coup sur le site de la Fondation Bâtiment Énergie. Il y a 8 guides. Il y avait un enjeu autour du réemploi, et donc il y a 8 guides d'évaluation des performances en vue d'un réemploi qui sont aujourd'hui disponibles et téléchargeables et qui peuvent du coup servir de base et de support, d'une part au développement d'autres guides sur d'autres familles de produits, et puis derrière potentiellement aussi pour aller progressivement vers une forme de reconnaissance de ces guides pour faciliter l'intégration en technique courante. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous souhaitez prendre connaissance de ces guides, si vous avez en tête une forme de déclinaison sur d'autres familles de produits ou sur le fait de pouvoir après participer à l'approfondissement de certains de ces guides. Merci à vous. Merci beaucoup, Sylvain.
Alors, l'exercice n'est pas facile, 10 minutes. Donc maintenant, c'est au tour de Thomas de partager son écran. Et Thomas va intervenir sur les outils locaux pour la caractérisation et va nous parler notamment d'un projet. Euh, tu vas nous décrire un projet. Oui, Thomas Gardesson, chef de projet matériaux et systèmes constructifs chez Nobatec INF4. Thomas, c'est à toi. merci Eve. Donc Nobatec INF4, qui est un centre de recherche privé sur la construction et l'aménagement durable. Donc sur la thématique du réemploi, on intervient euh, pour accompagner les acteurs, que ce soit les maîtres d'ouvrage ou les équipes de maîtrise d'œuvre, dans la mise en place de démarches de réemploi sur leurs projets, mais pas uniquement. On travaille également sur des activités de R&D en lien avec le réemploi. Dont le projet Restwood que je vais vous présenter aujourd'hui. Vous allez le voir, il y a des enjeux dans ce projet qui se rapportent à la thématique d'aujourd'hui, qui est la caractérisation des éléments réemployés. Quelques éléments de contexte tout d'abord. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la pratique du réemploi se développe de plus en plus. Il y a aussi beaucoup plus de demandes sur le sujet de la part des maîtrises d'ouvrage. Et on retrouve fréquemment du réemploi sur des éléments de seconde œuvre, mais très peu sur des éléments structurels. On sait par ailleurs que le bois, la structure bois peut être un matériau assez facilement adapté à des pratiques de réemploi, notamment parce que sur des structures bois, on est face à des assemblages qui peuvent être démontés facilement. On peut récupérer des éléments dans leur intégrité et puis on peut les retravailler. Voilà. À côté de ça, on a aussi une filière de la valorisation des déchets bois qui, en Nouvelle-Aquitaine en tout cas, est aujourd'hui saturée. Donc, on s'est penché sur ce sujet du réemploi des bois de structure avec le projet Restwood. Alors, quelques mots sur les ambitions du projet. Ce projet vise à initier en fait en Nouvelle-Aquitaine, donc sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, avec des acteurs de Nouvelle-Aquitaine, la création d'une filière qui soit dédiée à la fourniture de bois de structure, de réemploi. Donc, dans le projet, on va être amené à définir une méthodologie de diagnostic, de dépose, de préparation et de remise en œuvre de la matière sur de nouveaux projets. L'un des objectifs aussi du projet, c'est de pouvoir comparer ce processus de déconstruction, de comparer le processus de déconstruction linéaire au modèle circulaire qu'on souhaite développer, et bien sûr de démontrer la pertinence économique et la faisabilité technique du modèle circulaire. Un mot aussi sur l'état d'avancement du projet Restwood. Alors, cette initiative, aujourd'hui, elle fédère plusieurs acteurs qui se sont engagés pour mener à bien ce projet. On est encore sur une phase de finalisation du plan de financement pour pouvoir concrètement démarrer ce projet. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas forcément vous apporter des réponses, mais je vais plutôt poser des questions, en tout cas, relever les enjeux qui vont se poser à nous dans ce projet. Donc aujourd'hui, on a autour de la table un certain nombre d'acteurs et on a des acteurs qui nous permettent finalement d'adresser toutes les problématiques qu'on va rencontrer quand on va vouloir développer un modèle circulaire pour le réemploi du bois de structure. On a du coup autour de la table des personnes qui ont des compétences sur la partie diagnostic, d'autres sur la partie déconstruction, préparation et enfin utilisation, c'est-à-dire remise en œuvre de l'élément sur un nouveau bâtiment. Donc, les partenaires du projet sont Nobatec INF4, le bureau d'études RUSE, spécialiste sur la partie réemploi. Donc ces deux acteurs-là travaillent plutôt finalement sur la partie diagnostic. Ensuite, sur la partie déconstruction, on a l'entreprise BDS, donc, qui est un déconstructeur qui intervient notamment en région Nouvelle-Aquitaine. Le laboratoire I2N de l'Université de Bordeaux, qui va nous aider sur les étapes de caractérisation, de justification des performances. Et les entreprises Lamécole et Bicoque. Alors Lamécole, qui est une entreprise de construction bois à proximité de Bordeaux, qui fabrique du lamellé collé, mais qui fait aussi des éléments ossature bois, qui s'intéresse à la thématique du réemploi pour justement intégrer dans sa production des éléments de réemploi. Et l'entreprise Bicoque, une entreprise landaise, une jeune entreprise landaise spécialisée dans la micro-architecture, qui nous aidera dans ce projet à la préparation, à la remise en état des bois en vue de leur réemploi, mais aussi qui s'intéressera à l'intégration d'éléments de réemploi dans ces réalisations. Voilà.
Donc, ça, c'est le consortium du projet. Donc, on va réfléchir tous ensemble à la manière dont on va pouvoir créer ce modèle circulaire pour le réemploi du bois de structure. En ce qui concerne les principaux enjeux du projet, donc, il y en a évidemment plusieurs. Alors, tout d'abord, l'identification du gisement. Quel gisement on va adresser au travers de ce projet? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va retrouver comme élément de structure bois sur les bâtiments? Comment est-ce qu'on va pouvoir les déposer soigneusement pour être en mesure d'envisager leur réemploi? Il se pose aussi des questions sur la logistique, l'éventuel marquage CE des produits qu'on va remettre sur le marché. Mais on a surtout un enjeu, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, sur la caractérisation des éléments de structure. Alors, la caractérisation, elle intervient à 2 étapes dans ce modèle qui est présenté ici, à la fois sur l'étape de diagnostic. Donc, on va arriver sur un bâtiment à déconstruire sur lequel il y a des éléments de structure bois. Et on va devoir se poser la question de est-ce que ces éléments bois qui sont présents ont un réel potentiel pour être intégrés dans une démarche de réemploi. Ça, c'est la première étape de diagnostic, en tout cas de caractérisation de la ressource. Et la deuxième étape de caractérisation, elle intervient au moment de la préparation. Parce que vous l'avez compris, l'objet de cette filière, c'est bien de proposer une matière qui soit équivalente à un produit bois neuf, en fait. Donc, on va devoir fournir les mêmes garanties. C'est-à-dire que quand une entreprise va acheter cette matière réemployée, elle doit disposer des informations qui lui sont nécessaires, alors que ce soit pour ses calculs de structure, pour justifier de sa durabilité. Voilà. Elle a besoin de toutes ces informations que nous, on va devoir fournir. Donc, il y a une étape de caractérisation aussi lors de la préparation et la revente de l'élément de bois de réemploi. Donc, sur la première étape de caractérisation, qui se passe au moment où l'élément bois il est encore sur le bâtiment, on va devoir se poser la question de on est face à quelle essence de bois, quelles sont ses dimensions, est-ce qu'elle a déjà subi des détériorations, alors qu'elle soit mécanique, qu'elle soit fongique, ou que ce soit des attaques d'insectes. Voilà. Donc, il y a une première étape finalement de diagnostic lorsque l'élément bois est encore en œuvre. Et j'ai envie de distinguer 2 types de caractéristiques, ça me paraît assez important, de distinguer les caractéristiques du bois qui sont les caractéristiques initiales et de ces caractéristiques acquises. Acquises parce que quand on a un élément bois qui est en œuvre dans un bâtiment pendant 10, 20, 30, 40, 50 ans, il va subir potentiellement des altérations, alors que ce soit des altérations mécaniques, ça peut aussi être des attaques de champignons, mais on a aussi des cas où le bois peut être en contact avec des substances potentiellement dangereuses, et donc il faut qu'on s'assure qu'on n'est pas face à un élément qui peut dégager ces substances dangereuses si on envisage son réemploi. Voilà. Donc toutes ces étapes, en fait, elles se passent au travers de quelque chose qui se fait aujourd'hui couramment, qui est le diagnostic ressources. Le diagnostic ressources qui doit nous amener finalement toutes les informations concernant le bois. Et on va au maximum chercher à identifier l'historique de l'élément si on arrive à avoir des informations à ce sujet-là. Donc, on a une deuxième étape de caractérisation qui intervient au moment où on va préparer la matière, parce que tout l'enjeu de fonctionner sur un modèle assez industriel, hein, où on veut finalement un produit équivalent à un produit neuf, il y a 2 aspects, moi, qui me semblent importants en ce qui concerne le bois de structure, c'est sa résistance mécanique. Parce qu'aujourd'hui, si vous utilisez du bois dans la construction, il faut que vous sachiez quelle est sa classe de résistance mécanique pour procéder aux différentes vérifications de structure et aussi sa durabilité. Donc là, je vais plutôt m'intéresser au cas de la résistance mécanique. Aujourd'hui, il faut savoir que pour classer un élément bois vis-à-vis de sa résistance mécanique, on a 2 méthodes, des méthodes qui sont normées, alors soit une méthode visuelle, soit une méthode par machine. Aujourd'hui, si on a envie d'appliquer, on sait qu'appliquer ces méthodes-là sur du bois de réemploi, c'est pas forcément possible, notamment parce que sur les méthodes visuelles, en fait, l'application des normes nécessite de connaître l'origine du bois. Et pour les méthodes par machine, on a une homologation qui est nécessaire et qui doit être pour une essence donnée, sur un territoire donné, pour une plage de section donnée. Et en fait, ça, du coup, ça nous contraint beaucoup lorsqu'on parle de réemploi, parce qu'on n'a pas toujours connaissance de l'origine du bois. Voilà. Donc, on ne peut pas directement appliquer ces normes. On va devoir développer de nouvelles méthodes pour apporter les mêmes garanties que sur du bois neuf.
Et finalement, ça revient un peu à caractériser une nouvelle essence de bois qui est non plus de l'épicéa, non plus du hêtre ou du chêne, mais qui est du bois de Réampoix. Donc ça, c'est l'enjeu principal de notre projet. On va y être confronté assez durement, je pense. Thomas, il te reste moins de 2 minutes. Ben, c'est très bien. C'est très bien. J'ai bientôt terminé. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir à faire? On va avoir à certainement proposer des méthodes alternatives. Alors, soit passer par des essais non destructifs lorsque le bois est encore en œuvre pour déterminer ses propriétés mécaniques. Alors, j'ai connaissance de travaux notamment qui ont porté sur la corrélation entre la dureté du bois et sa résistance mécanique, chose qui n'est pas forcément, enfin, la corrélation entre les deux n'est pas forcément avérée. Sinon, on peut proposer de déterminer une classe de résistance à partir des sollicitations lors de la première vie en œuvre du bois, ou bien appliquer des méthodes de classement visuel qui sont normées, mais en retenant peut-être les critères les plus défavorables. Voilà. Bon, ça, c'est des pistes qu'on va très certainement explorer dans le cadre du projet Restwood. C'est parfait. Merci beaucoup, Thomas. J'en profite, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et maintenant que nous avons vu le cadre réglementaire, que nous avons vu un projet Restwood présenté par Thomas, place au bureau de contrôle. Les bureaux de contrôle tant attendus. On dit souvent que c'est pénible, un bureau de contrôle, mais moi, j'en ai vu beaucoup qui aidaient les projets et qui trouvaient les solutions. Donc, François Briard, responsable du pôle bois et matériaux biosourcés. Merci de nous expliquer un peu l'action de terrain sur le réemploi. Merci François. Bonjour à toutes et à tous. François Briard, donc Chalpe Contrôle, on a créé spécifiquement un pôle bois et matériaux biosourcés pour répondre aux demandes des clients qui cherchaient à minimiser l'impact de la construction sur l'environnement. Donc, on répond aussi aux actions sur le biosourcé. C'est à ce titre-là que je vais vous parler aujourd'hui de l'action du contrôleur technique. Alors, j'attrape un petit stylet, excusez-moi, pour minimiser. Sur les projets de construction courants et même visant du réemploi, le contrôleur technique, il a deux actions. Il faut vraiment s'attacher à cette notion de double analyse. Une première analyse qui est réglementaire et une deuxième analyse qui va viser tout ce qui est technique et solidité. Sur la première analyse, les obligations réglementaires, on parle bien d'obligations légales et je déconseille vivement à nos clients de livrer des bâtiments qui seraient entre guillemets hors la loi. Et dans ce cadre réglementaire, on a des obligations en termes de sécurité incendie. Là, je vous parle de tout ce qui va être pour les matériaux de degré coupe-feu, donc tout ce qui est résistance au feu, degré coupe-feu, pare-flamme, stabilité au feu, tout ce qui est aussi réaction au feu avec l'inflammabilité, le potentiel calorifique, donc la capacité à alimenter un incendie, les émissions de fumée, les chutes de débris ou d'outre enflammés, etc. On a des obligations légales en termes de sécurité incendie et on se doit de les respecter. Il y a aussi pas mal d'exigences réglementaires en termes de sécurité, de réglementation thermique et d'acoustique, et qui nécessitent finalement de valider les caractéristiques des matériaux qu'on emploie dans ces domaines-là. Et je vous ai aussi cité dans les obligations réglementaires l'accessibilité handicapée, mais finalement, le cas du réemploi ne change pas forcément grand-chose. Ce sont essentiellement des dispositions architecturales dans ce cadre-là, et réemploi ou neuf, ça ne change pas vraiment beaucoup de choses. Et la deuxième analyse du bureau de contrôle, c'est aussi, une de ses principales missions, c'est de vérifier, de prévenir tout ce qui est sinistralité, en validant finalement l'aspect durabilité des techniques et matériaux mis en œuvre, et finalement avec un objectif de limiter la sinistralité. Sur cet aspect technique, finalement, dans le cadre des missions courantes du bureau de contrôle, il ne fait que vérifier que ce qui est conçu, que ce qui est construit correspond à un référentiel existant reconnu, comme des DTU, des normes ou des avis techniques. La validation des produits, elle a été faite par ailleurs en amont par un organisme tiers, comme par exemple le CSTB dans le cadre des avis techniques. Et là, on est dans le cadre de techniques courantes. Tout ça, ça passe finalement par une analyse des documents techniques liés aux matériaux ou aux équipements qu'on pourrait utiliser. Dans le cas du réemploi, en général, on ne retrouve pas finalement tous ces documents. On n'a du coup pas de validation technique des constituants et du coup, ça nous impose quand même de caractériser finalement les matériaux qu'on voudrait réemployer. Et dans ce cadre-là, globalement, la validation technique du matériau, elle n'a pas forcément été faite par ailleurs, en amont. Dans le cas du... Voilà. Excusez-moi.
Aujourd'hui, de fait, ça en fait une technique non courante, puisque ces documents-là renvoient systématiquement ou quasiment systématiquement à des caractéristiques, à des produits qui finalement correspondent à des normes. Là, je vous parle de produits marqués CE ou conformes à un avis technique. Dans le cadre du réemploi, la validation des performances techniques et de la durabilité des produits n'a pas été réalisée en amont par un tiers. Et finalement, ce qui permet aujourd'hui au contrôleur technique de l'intégrer dans sa mission, qui serait du coup pas une mission de base, c'est une prestation complémentaire spécifique. Cette prestation, elle est complémentaire à une mission de solidité standard de bureau de contrôle et elle peut être spécifique au réemploi. Et là, j'attire bien votre attention sur l'importance du fait qu'il faut absolument que le contrôleur technique soit informé des techniques ou des matériaux que vous voudriez mettre en réemploi au moment où je chiffre cette mission. Par exemple, aujourd'hui, je suis tout à fait capable de vous chiffrer une mission PCS pour le réemploi de tuiles, par exemple, sur une couverture, si je le sais à la conception. Par contre, imaginez un instant que j'ai chiffré une mission tout à fait standard de construction de bureaux pour un industriel de l'agroalimentaire et finalement, en cours de chantier, je me rends compte que l'industriel en question veut réutiliser ses invendus de pain d'épices pour construire les murs de ses bureaux. Il est probable qu'on se trouve dans une situation de blocage. Alors, j'entends souvent dire que les bureaux de contrôle sont bloquants, mais effectivement, il faut un peu se mettre à leur place. Si c'était une mission qu'on m'avait proposée dès le départ, j'aurais probablement alerté le client sur les difficultés liées à ça et sur l'incertitude quant à la possibilité de vraiment aller au bout et l'alerter sur toutes les questions qu'on devra se poser et auxquelles on devra répondre pour aller au bout de ce type de projet. Et bien entendu, j'aurais fait aussi une inspection en interne chez moi pour voir si on a toutes les compétences en interne pour traiter ces sujets-là. Et effectivement, dans ce cas, il est complètement imagé, mais dans le cas du pain d'épices, je ne suis pas sûr de pouvoir aller au bout avec les compétences que j'ai aujourd'hui. C'est bien entendu pas le cas dans les cas de réemploi standard, mais effectivement, il faut vraiment en informer le contrôleur technique qui doit avoir chiffré ses missions en conséquence, puisqu'on n'est pas dans les techniques courantes. Alors, je voulais vous parler aussi, pour la partie réglementaire, du dispositif ESSOC. La loi ESSOC, c'est une loi qui vous permet de déroger aux obligations, là pour le coup, aux obligations légales auxquelles sont soumis les bâtiments. Alors, on s'impose souvent en termes de garantie sur les chantiers, de construire conformément à des documents techniques unifiés, à des avis techniques, à des règles professionnelles RAGE, ou même dans les techniques non courantes, dans les techniques encore courantes, les appréciations techniques d'expérimentation. On peut aussi construire, suivant des techniques non courantes, suivant des enquêtes de techniques nouvelles, des prestations complémentaires spécifiques. Et finalement, le rapport Scarpari-Lafcoufrière a indiqué il ressort de ce rapport que sur 4000 normes, donc tout ça finalement, c'est ce qu'on appelle la norme applicable en construction. Sur à peu près 4000 normes applicables, il y en a moins d'une centaine qui sont d'application obligatoire. J'entends implication obligatoire imposée par le Code de la construction et de l'habitation au travers de décrets et d'arrêtés d'application. Ce Code de la construction et de l'habitation, il donne des objectifs généraux qui peuvent imposer l'application de certaines normes. Il donne aussi, dans certains cas, soit des résultats minimaux, soit des solutions de référence. Et finalement, la loi ESSOC, les dispositifs ESSOC permettent de déroger aux solutions de référence rendues obligatoires par le Code de la construction et de l'habitation, dans la mesure où ce qu'on préconise atteint des résultats équivalents. C'est un peu ça, finalement, la limite des dispositifs ESSOC dans le cadre du réemploi. Par exemple, si on prend le séisme, on a un objectif général de sécurité des personnes en cas de séisme, et le décret séisme, il cite la justification Eurocode comme obligatoire. Effectivement, un dispositif ESSOC permettrait de déroger sur ce plan-là. En revanche, dans le cas d'une étanchéité sur une dalle béton, par exemple, le Code de la construction et de l'habitation ne donne aucune obligation, finalement, de construire conformément au DTU étanchéité. Donc, le dispositif ESSOC ne permettra pas de déroger à ça. Finalement, ce qui rend, entre guillemets, obligatoire l'utilisation de textes de type DTU, normes, etc., c'est l'engagement contractuel, essentiellement pour des questions d'assurabilité. Mais si on veut construire différemment,
arrêtons de marquer dans les CCTP et dans les contrats qu'on doit construire conformément au DTU ou suivant des techniques courantes. On a le droit de construire différemment. Ce n'est pas forcément systématiquement une question d'obligation légale. Et du coup, je voulais vous parler finalement d'un retour d'expérience aussi sur le groupe scolaire d'Ivry-le-Vassor. On a finalement créé, c'était un petit projet, l'équivalent de 3 salles de classe, mais qui était quand même intégré dans un établissement recevant du public de 3e catégorie, avec une très forte volonté du client maître d'ouvrage de pouvoir dupliquer les solutions sur d'autres projets. Donc c'est vraiment un projet pilote qui est d'ailleurs assez bien documenté. Vous allez pouvoir retrouver plus d'informations sur le site de la petite fabrique. Dans notre cas, sur ce projet, il y a eu plusieurs cas de réemploi et de réutilisation. Et là, je vais limiter, moi, mon intervention, compte tenu du temps très court, à vraiment la construction de l'escalier de ce bâtiment, où en fait, on a réutilisé le bois de 80 portes pour fabriquer cet escalier, avec d'une part des exigences réglementaires, l'accessibilité handicapée, j'en parle même pas, bien entendu, cet escalier répond aux exigences réglementaires d'accessibilité handicapée. On a eu finalement des obligations en termes de réaction au feu, et qu'on a réussi auquel on a réussi finalement à répondre assez facilement, puisque l'arrêté de justification de réaction au feu permet dans son annexe 3 de classer des matériaux au feu sans essai sur la base de certains critères. Et ce n'est valable que pour certains matériaux. Mais dans le cas du bois, d'un bois massif feuillu d'épaisseur supérieure à 14 mm, on a réussi à obtenir un classement au feu satisfaisant. Ça a été un peu plus complexe, finalement, pour les exigences techniques, notamment la résistance mécanique, où les réflexions ont été un peu plus compliquées. On a dû se baser, chercher des moyens d'essai pour caractériser les bois. Puis finalement, on s'est penché sur le fait que si on réduisait le nombre d'essais, mais qu'on prenait des valeurs de caractéristiques mécaniques prudentes pour les calculs, on arriverait finalement à avoir les garanties nécessaires pour cet escalier. Et au final, on s'est rendu compte que l'étude pour un escalier, qui était un élément relativement peu coûteux, était relativement complexe. L'entreprise de menuisier qui a réalisé l'escalier n'avait pas les compétences en interne pour mener cette étude, et au final, la justification a été beaucoup plus simple, mais ça a pris quand même un peu de réflexion pour arriver à faire simple. On a juste fait une mise en charge de cet escalier dans l'ordre d'un montage à blanc dans l'atelier du menuisier. Et finalement, c'est un bilan très positif, mais faire simple pour ce sujet particulier, ça a été un peu plus compliqué que sur un projet complètement standard. Voilà une photo de l'escalier terminée, où effectivement, au niveau de l'esthétique, et ça a beaucoup plu aux architectes du projet, on voit vraiment que c'est du bois de réemploi. Le réemploi est complètement visible, et c'était un souhait de la maîtrise d'œuvre. Et j'avoue que cet escalier, en fait, il est encore beaucoup plus chouette en vrai que sur la photo. Là, c'est une photo vue de l'escalier vue de dessus, où effectivement, on retrouve finalement des traces de peinture, je pense, des portes initiales. Et c'est vraiment une esthétique qui a été choisie par le client. On aurait pu avoir un escalier différent, mais là, il y avait une vraie volonté, comme c'est dans une école, de rendre ça un peu, entre guillemets, éducatif. Alors, toutes ces questions-là, ça pose quand même pour moi, dans un objectif de massification de la filière réemploi, il y a quand même une vraie question sur laquelle on doit progresser. C'est qui est en charge de la validation des caractéristiques ou des performances des éléments réemployés. Est-ce que c'est finalement le fabricant d'origine, la plateforme de réemploi, l'AMO, la maîtrise d'œuvre, l'entreprise, le contrôleur technique? C'est un peu dilué. Et pour moi, finalement, il y a nécessité pour la filière de réemploi de réduire l'écart de fiabilité avec le neuf en finalement déterminant plus finement les caractéristiques techniques, les caractéristiques, la capacité des matériaux à répondre aux obligations réglementaires et aussi leur durée de vie résiduelle dans certains cas. Et ça, c'est un vrai enjeu. On a sorti chez Alpe Control, pour aider les plateformes de réemploi, une mission spécifique aujourd'hui d'ailleurs, qu'on a appelée Passe Réemploi, pour valider les performances de certains lots. Voilà. Et chez Alpe Control, il y a 2 personnes ressources sur ces sujets-là, François Genet, notre directeur qualité, et moi-même. Et je pense que je suis au bout des 10 minutes. Ah oui, je t'ai laissé un petit peu plus longtemps parce que c'était important et très intéressant. Merci beaucoup
François, j'en profite, tu nous as parlé du bois et on a Philippe Guérin de la CAPEB Charente. Si Philippe, vous pouvez allumer votre micro et poser une question, parce que vous avez une question concernant le bois. François, on a beaucoup parlé, mais peut-être que les éléments ne vous suffisent pas. Si, bonjour à tous. Si, ça me convient. Je suis ravi d'entendre justement un bureau de contrôle comme ça. Parce que sur du réemploi de charpente, parce que j'ai eu le cas sur un chantier, on me demandait tout un tas de calculs que je suis incapable de fournir pour justement dire que le bois que je récupère, que je repose, aura la même résistance et les caractéristiques que d'un bois neuf. Ça, je suis incapable de le faire. Et donc, j'ai pas réussi à le faire, hein, parce que je peux pas prouver, je peux pas apporter la preuve. Hein, comme quoi que ce bois est aussi valable qu'un neuf. Voilà. Autrement, oui, vous avez répondu à peu près à ce que j'entends. Pour quelqu'un qui connaîtrait le matériau, cette question, elle est pour moi entre guillemets hors de propos, si vous voulez. Il n'y a pas forcément de vieillissement du matériau en lui-même s'il est conservé dans de bonnes conditions. Il faut juste être en mesure de connaître. Oui, il faut être en mesure de connaître ses caractéristiques initiales. Est-ce que dans votre cas, c'était un élément qui avait été employé sur le projet qui a fait l'objet des travaux, ou c'était issu d'un gisement externe? Oui, si vous voulez, quand on récupère sur une charpente ancienne des chevrons et des pannes et les reposer, moi je suis pas capable de dire. Même personnellement, je suis sûr, si je le fais, c'est que je vais être sûr, mais je ne pourrais pas apporter une note de calcul, je ne suis pas capable. Ouais, ok. Merci pour ce retour. On avait, je crois qu'il y a Oriane du Gros Pré. Vous avez une question sur l'intégration des éléments de réemploi. Si vous pouvez allumer votre micro. Oriane? Sinon, je vais Sinon, la il y poser. avait Frédéric aussi, mais… Ouais. Allez, je la pose. Quels ont été les ingrédients ayant permis la réussite de l'intégration d'éléments de réemploi dans la constitution de l'équipe? Le BET Structure Sachante. Qui a amorcé la proposition sur l'escalier, par exemple? Donc, François, est-ce que vous avez des éléments de réponse? Alors, heureusement qu'il y avait une volonté très forte du maître d'ouvrage de faire ça. Puisque ce projet escalier a été très compliqué. La maîtrise d'ouvrage voulait absolument avoir un escalier avec du réemploi dans le but d'économiser des déchets. Il y a eu 1,5 tonnes de déchets d'économiser et pas plus cher qu'un escalier neuf. Mais finalement, la consultation a été complexe. Ils ont trouvé qu'une seule entreprise qui leur a répondu sur ce sujet-là. Je pense que ça va s'améliorer dans le futur, mais pour ce projet de pilote, effectivement, on a rencontré les vraies difficultés qu'on a sur un projet pilote. Merci. J'en profite, un bureau de contrôle, un contrôleur en cache un autre, Laurent. C'est ça, exactement, ça c'est cool. Merci Laurent, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, je suis ravie. Voilà, bonjour à tous, bonjour aussi à François, mon confrère, avec qui je suis complètement d'accord. On est vraiment sur la même longueur d'onde sur les obligations en termes de DTU qui en fait n'en sont pas, sur la nécessité absolue de trouver en fait comment on valide les matériaux de réemploi et je pense que toute la difficulté est là. Donc, j'ai suivi un petit peu ce qui a été dit par le CSTB en introduction et avec les guides. Je pense qu'il faut qu'on avance tous ensemble. Et puis, le cas par cas qu'on vit aujourd'hui, comme l'escalier d'Ivry-le-Vassor ou comme d'autres projets que j'ai pu suivre, vont nous amener à systématiser un petit peu la démarche intellectuelle de comment on accepte un matériau ou un produit pour le remettre en place. Donc, vos conseils à tous les deux, si je fais un résumé, et si ce n'est pas ça, vous me le dites, c'est de vous contacter le plus en amont possible, quel que soit le projet, pour que vous puissiez avoir une analyse la plus complète et fine possible pour ensuite réaiguiller, poser des questions, trouver des solutions avec tous les partenaires du projet. Oui, bien sûr, tout à fait. Oui, c'est ça, c'est d'être le plus en amont possible pour justement accorder les violons.
Là, l'escalier, on a vu que oui, idéalement, faire des essais en laboratoire, etc., ça aurait été idéal, mais que ce n'était pas approprié. Donc, des essais, voilà, un essai de chargement a suffi. Et ça se réfléchit en amont, ça ne se réfléchit pas au dernier moment, comme avec le pain d'épices. Ouais. Il y avait une question De Frédéric. C'est ça, exactement. Super. Allez, Frédéric Joubert, CEMEX. Oui, moi j'ai mis le micro. Bonjour à tous. Alors moi j'ai une question pour les contrôleurs. On entend que le cas du permis d'innover n'est pas si évident et des cas pratiques, a priori, il n'y en a pas eu beaucoup pour l'instant. J'aimerais une confirmation des contrôleurs. Est-ce qu'ils ont eu l'occasion de travailler ce sujet récemment, de permettre d'innovation par la performance de viser, on va dire, et de ce que j'entends, il n'y a pas d'exemple encore aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de cas qui sont revenus. Donc, est-ce que vous pouvez le confirmer? Vous parlez bien de l'OSOC, là, le dispositif ESOC? Oui, le permis d'innover. Oui. Permis d'innover. Si, il y en a quand même quelques-uns. Effectivement, je pense qu'il y en a moins d'une dizaine ou une dizaine en France. Il y en a au moins un chez nous, ça c'est sûr. Et il y en a quelques-uns dans les tuyaux. C'est une démarche qui, en version ESOC 1, est assez délicate puisqu'elle doit être finalisée au moment du dépôt de permis de construire. Donc, probablement, de nos jours, en cas de dépôt de PC modificatif, en fait. Mais en ESOC 2, ça sera peut-être modifié. Il y a eu une volonté, donc ça aussi, c'est dans les tuyaux, ça devrait sortir en théorie en juillet 2021. Une réécriture du code de la construction d'habitation pour pouvoir modifier et élargir le dispositif d'application ESOC. Par contre, sur cet aspect de la finalité du dispositif au stade PC, je ne sais pas encore comment ça va sortir puisque ce n'est pas sorti. Alors moi, pour témoignage, on vous parlerait prochainement du béton, je crois, du recyclage avec le béton. Justement, l'idée, c'est de bouger un peu les curseurs et permettre peut-être d'aller dans des pourcentages plus importants d'utilisation que la norme aujourd'hui nous contraint. Et nous, on peut démontrer par des essais d'études très amont que le matériau peut avoir toutes ses performances et passer les curseurs de la limitation à 25-30% pour peut-être envisager du 40, du 50, voire plus. Donc, c'est un vrai sujet, un vrai enjeu, je pense, de réflexion au niveau des assurances, au niveau des conditions à poser, peut-être des essais nécessaires que nous, on peut, producteurs, fournir en amont pour les contrôleurs, mais je pense qu'il y a un travail à faire. Et finalement, aujourd'hui, on sent que c'est pas si simple et la volonté selon les bureaux de contrôle, on observe aussi des différences d'approche, on va dire. Donc ça, c'est du réel. Donc voir comment on pourrait favoriser effectivement ces nouvelles approches innovantes et permettre de travailler en amont dans une collaboration d'objectifs et de performance. Alors, c'est vrai que sur cet aspect, j'entends souvent dire que les bureaux de contrôle sont plutôt obtus, en termes peut-être moins polis que ça, mais c'est vrai que le cas de la maison en pain d'épices que j'ai sorti tout à l'heure, il est évocateur, c'est-à-dire que quand on vend une mission, quand on achète au bureau de contrôle une mission, entre guillemets, ras des pâquerettes en termes de prestations et de prix, pour un chantier tout à fait standard, si le chantier révèle plus complexe, on a forcément des blocages. Pour emmener des projets complexes au succès, il faut avoir un bureau de contrôle qui a les moyens de bosser, qui a les compétences et qui a l'envie d'y aller. Alors, François, peut-être que je vais rebondir sur la question de Magali Baudin de Archima, qui est architecte. Je ne sais pas si tu es encore là, et elle pose exactement cette question-là, donc je te laisse la poser. Oui, bonjour. J'ai posé cette question-là parce qu'en fait, c'est tout vraiment l'enjeu des choses et je suis bien contente qu'il y ait des bureaux de contrôle sur ce sujet-là. Parce que si on veut effectivement avancer sur ça, il faut qu'on avance ensemble dès le départ. Et quand on conçoit, on ne sait pas toujours. J'imagine que l'escalier, ils ne savaient pas forcément que c'était celui-là qui allait être en réemploi dès le début du projet, dès qu'ils ont fait les premiers traits et même aussi au moment où le bureau de contrôle a été nommé. Donc, comment est-ce que vous arrivez, vous, en tant que bureau de contrôle, à caractériser votre mission au moment où le maître d'ouvrage vous consulte, alors qu'on ne sait pas forcément ce qui va être réemployé ou ce qu'on va travailler dans ce sens-là? Alors, c'est une mission spécifique sur laquelle on est passé à des honoraires tout à fait raisonnables pour faire ce boulot-là et on avait été consulté dès le départ avec tous les projets de réemploi nécessaires. Alors, c'était un peu plus flou au départ qu'à l'arrivée, mais on a bossé sur plein de choses. Certaines n'ont abouti, comme l'escalier, certaines n'ont pas abouti, en fait. Et on a eu les moyens de poser toutes les questions. Le maître d'ouvrage s'est donné les moyens d'y répondre.
C'est d'ailleurs, comme ils ont une volonté de dupliquer ça, c'est très documenté sur le site internet que j'ai mentionné tout à l'heure. Il y a eu vraiment beaucoup de questions, et alors celles qui n'ont pas abouti, je crois, ne sont pas très documentées. Mais il y a aussi eu des cas d'échec, mais on le savait dès le départ. Et il y a même eu un sujet technique spécifique qui n'a pas abouti, sur lequel on a été missionné en plus après, parce que le maître d'ouvrage a dit, mais si, moi j'ai envie d'aller explorer ça, le bureau de contrôle, ok, j'ai bien compris que vous n'avez pas chiffré ça au départ, vous n'avez pas les moyens, nous on veut explorer, et ben on vous paye en plus. Et du coup, on avait les compétences techniques, mais j'ai dû mettre d'autres gens de la direction technique que moi, puisque c'était sur des pieux métalliques vissés un peu particuliers. Effectivement, quand on nous donne les moyens, on se donne les moyens. Merci beaucoup pour ces précisions. On a dépassé de 5 minutes le webinaire, mais peut-être y a-t-il d'autres questions. Laurent Dandre confirme qu'il a la même approche à la PAV. Donc voilà. Laurence d'Artiglon, peut-être, au moins peut-être sa question. Oui. Si vous pouvez allumer votre micro. Bonjour, ouais. C'est bon, vous m'entendez? Ouais, et la caméra, c'est encore mieux, c'est waouh. C'est top, merci Laurence. Bonjour à tous. Ouais, je suis sur mon téléphone, donc c'est pas très stable. Ouais, voilà. Oui, alors Habitat Sud-Atlantique, pardon, on est basé à Bayonne et ça fait 2 ans qu'on essaye de faire de la déconstruction et du réemploi de matériaux et d'équipements. Et aujourd'hui, jusqu'à présent, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas associé très en amont nos bureaux de contrôle. Je vous présente mes excuses, mais on va le faire. La difficulté qu'on a rencontrée, c'est la question de l'assurance. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, pas de respect de normes, pas d'assurance, pas de prêt, pas de financement, pas de projet. Voilà, donc on est un petit peu bloqué aujourd'hui, on est un peu restreint dans nos ambitions pour ces questions-là. En fait, ça dépend des matériaux et matériels que vous utilisez, mais c'est une discussion qu'il faut avoir conjointement avec le bureau de contrôle et l'assureur. Dans certains cas, les assureurs disent non, c'est trop risqué, et dans certains cas, on arrive à aboutir. Mais globalement, on arrive assez bien à anticiper les réponses de l'assureur, puisque nous, quand on accepte d'y aller, il y a des bonnes raisons, ou quand on refuse, il y a des bonnes raisons aussi qu'on sait expliquer à nos clients, en fait. Ce qui prend effectivement pas mal de temps, mais quand on a les moyens de bosser correctement, le fait qu'on puisse répondre et expliquer le pourquoi à la conception, aux gens qui font la conception et aux clients, vous permet finalement de trouver les réponses. Et quand je parle aussi de contrôleurs techniques bien payés, c'est pas ça qui grève le budget d'un projet. On parle de tout petits montants, on parle que de contrôle technique. Là. Oui, on est bien d'accord sur l'économie globale du projet et sur la vie du bâtiment. Enfin, nous, on construit des bâtiments. On est d'accord que c'est rien du tout. Mais c'est bien entendu des projets sur lesquels il ne faut surtout pas, à mon sens, rogner sur les prestations intellectuelles. Donc, pas que celles du bureau de contrôle, celles de la conception, de la maîtrise d'œuvre et de l'architecte en particulier aussi. Il y a des réflexions à mener si on veut aller vers là. Pour tout ce qui est nouveau, la première fois qu'on le fait, il faut se poser plus de questions que quand on a l'habitude et qu'on le fait depuis 10 ans, c'est normal. Ouais. J'enfonce des portes ouvertes, mais pour le coup, mettre des mots dessus, ça fait quand même pas de mal, je pense. Laurent, en complément. J'ajouterais que nous, les contrôleurs techniques, on est aussi assurés et qu'on doit aussi convaincre notre assureur de nous suivre. Et quand on est en technique non courante, parfois, ça demande une discussion avec notre assureur. Je ne sais pas, Françoise, tu as la même approche que moi, j'imagine. Alors, nous c'était le cas il y a quelques années et je présume qu'ils nous font confiance puisque maintenant, on est assurés de fait. Ouais, nous, on préfère quand même en parler, ne pas les mettre devant le fait accompli, mais moi, je n'ai jamais eu de refus face à des techniques non courantes, parce que, comme tu l'as dit, on a fait notre analyse de risque et le pain d'épices, on ne va pas le prendre, alors que le bois réutilisé, sous certaines conditions, on va le reprendre. Et donc, on est toujours sur l'économie de matière neuve, puisqu'on va faire du réemploi, mais par contre, ça demande de la matière grise. Merci. Alors, je crois que le pain d'épices aura marqué les esprits. François, je pense que là, tu tiens quelque chose. C'était très pédagogique et on va le réutiliser. Donc merci. On va le réemployer. Ouais, c'est bien vu, bien vu. David ne perd pas le nord. Moi, j'avais quand même une petite remarque. Sylvain Laurenceau du CSTB, est-ce que tu aurais des compléments à ajouter? Quelle est la position du CSTB face au réemploi? Est-ce que tu peux nous indiquer cela si tu es toujours là? Il est là. Normalement, tu es là. Ouais, super. super. Je suis toujours là, pardon. Non, mais j'écoutais avec attention l'ensemble des débats, l'ensemble des échanges. Globalement, si vous voulez, ce qui vient
d'être dit. Alors, il y a Thomas Garnesson qui est parti là, mais l'idée de monter une filière de réemploi sur le bois de structure, on est vraiment dans une logique, de ce que je présentais en intro, l'aspect tiers-lieu de reconditionnement, où en fait, toute la en garantie, ce n'est pas le bon mot, mais disons tout la justification, en tout cas des performances des éléments qui sortent, sont gérés au niveau du tiers-lieu de reconditionnement et de ces process-là. L'ensemble des expériences qui ont été présentées avant, on est vraiment sur une approche au cas par cas, quoi, chantier par chantier. Et avec du coup la difficulté du fait qu'il y a encore pas mal d'incertitudes sur le réemploi, on ne sait pas trop. Enfin, au début du projet, on a envie d'en faire, mais on ne sait pas forcément bien où. Et donc, voilà, c'est des choses qui… enfin, c'est sûr que plus c'est précis et plus c'est tôt, mieux c'est. Et si c'est des choses qui arrivent en cours de route, on va forcément avoir un certain nombre de surprises. Mais que dans ce qui a été présenté, par exemple, sur la justification des performances, il se parlait notamment de réaction au feu ou de performance mécanique sur l'escalier. On a, dans ce retour d'expérience-là, voilà, une manière de justifier ces performances. Mais on reste encore sur une justification du coup, de l'aptitude à l'emploi qui est spécifique à ce chantier-là. Et c'est tout l'intérêt, à mon sens, d'aller vers une approche un peu générique, en tout cas de poser un cadre un peu harmonisé autour de ce sujet du réemploi, c'est de pouvoir justement dire, par exemple, si je veux, je ne sais pas moi, si je veux réemployer une porte ou réemployer un parquet, et bien bon, restons de toute façon sur l'escalier, on va dire, on a le sujet de la réaction au feu. On a plusieurs modes de preuve qui sont disponibles. Les essais en sont un, les notes de calcul, les contrôles in situ, le fait qu'on ait récupéré les connaissances. Et donc, suivant les configurations, on va être capable de proposer du coup des modes de preuve qui correspondent à ce qu'on est capable de récupérer sur chaque cas. Et qu'en plus de ça, on va être capable aussi de pouvoir avancer dans le temps. Et donc, par exemple, l'exemple qui a été montré là, sur le sujet du bois, sur le fait que les normes de caractérisation du bois demandent d'avoir une connaissance assez fine de l'essence, qu'on est capable d'avoir sur du bois qui sort directement des forêts. Quand on est sur du réemploi, on n'a pas forcément ça. Et donc, il y a besoin aussi de trouver des corrélations entre d'autres moyens de contrôle et des performances in fine qu'on va être capable aussi de travailler, au cas par cas, quoi. Donc, Merci beaucoup Sylvain. Alors un Sylvain en cache un autre parce que dernière remarque de Sylvain Tahir, merci d'allumer votre micro. Oui, bonjour. Non, je voulais juste rebondir justement sur ce que disait Sylvain sur ce manque d'approche générique, hein, qu'il manque encore à cette question du réemploi. C'est principalement parce que le cadre réglementaire, via le règlement des produits de construction, ne prévoit pas cette possibilité pour le moment. Nous, on nous a informé qu'effectivement, c'était un sujet qui va être pris en compte pour la future révision du règlement des produits de construction. Bien sûr, quand on parle d'une révision réglementaire à l'échelle européenne, il faut compter quand même plusieurs années, hein, évidemment. Voilà, il faut être donc un peu patient, en fait. Voilà. Mais ça devrait faciliter les choses et éviter effectivement ces situations au cas par cas qui sont actuellement possibles, mais avec toutes les contraintes que ça impose de faire du cas par cas, en fait. Alors, ça lèvera un certain nombre de précisions, enfin, ça lèvera un certain nombre de doutes ou de sujets aujourd'hui non résolus, notamment autour du marquage CE. Est-ce qu'on doit marquer CE les produits de réemploi, par exemple? Mais sur la justification de l'aptitude au réemploi, clairement, ça va pas tout solutionner. Et donc, c'est aussi là-dessus qu'il faut justement proposer des méthodes un peu harmonisées pour que ça puisse servir de guide, en fait, que sur chaque chantier, du coup, ce ne soit pas une forme de plongée dans l'inconnu à chaque fois où petit à petit, on se rend compte qu'il y a des problèmes enfin, en tout cas des questions qu'on n'avait pas forcément anticipées. Au moins, voilà, il y a ça permettra d'avoir un cadre un peu général sur lequel on peut s'appuyer et contextualiser du coup sur son opération, mais au moins pouvoir dès le début anticiper l'ensemble des questions qui vont pouvoir se poser et avoir déjà un certain nombre d'éléments pour y répondre. L'idée, c'est je pense que… Pardon.
Vas-y, François. Alpe Control, avec le pass réemploi, répond finalement à un maillon manquant qui est la validation des performances revendiquées par la plateforme de réemploi. Où du coup, ça se fait plus en phase chantier, ça se fait en amont, à nouveau, un peu comme ce qui peut se faire pour les produits neufs. Oula, on a la petite musique de fin. Donc, effectivement, on voit que le réemploi on fonctionne de manière encore un peu empirique. On va le résumer comme ça, qu'il y a des choses qui sont en train d'être mises en place. On a des bureaux de contrôle qui sont là pour vous aider dans vos projets. Les choses avancent, donc n'hésitez pas à prendre contact les uns avec les autres. David vous fait la restitution avec la présentation des slides et avec les coordonnées de chacun d'entre vous, sauf compte ordre de votre part. N'hésitez pas à nous faire un retour si vous ne souhaitez pas qu'on diffuse vos coordonnées. Il y a encore des remarques, notamment de Sophie, mais là, on a vraiment dépassé l'heure, donc je vous propose que l'on s'arrête. C'est toujours bien la frustration. Je suis certaine que vous reviendrez au prochain midi circulaire le 20 mai. David vous envoie tout ça très prochainement. Merci beaucoup à nos 3 intervenants et aux 2 qui ont pu rester. Merci Laurent pour ces précisions. C'était super qu'il y ait des bureaux de contrôle aujourd'hui. Je pense que c'est souvent la demande qu'on a, nous, du terrain. David, le mot de la fin, je te le laisse. Merci beaucoup Eve, c'était magnifique. Tout le monde était extrêmement sage aujourd'hui parce que il y avait une densité d'informations, donc c'était très factuel et en même temps, je pense que vous avez présenté des solutions et montré que finalement tous les acteurs à plusieurs niveaux, et c'était ça qu'on voulait vous montrer aujourd'hui, c'est-à-dire qu'au niveau du CSTB, il y avait quand même une volonté de fournir des outils pour avoir une approche par matériau. Donc typiquement, on n'est pas démuni justement grâce à ces outils-là. Et l'idée, c'est de mettre en commun le plus en plus de ces outils-là pour pouvoir approcher les matériaux. Du côté de Nobatec INEF4, il y avait aussi la notion de structuration territoriale en fonction des matériaux et des produits. Donc, typiquement, on peut avoir la même chose pour tout un tas d'autres produits. On peut travailler beaucoup sur les questions de terre, etc. Donc, il y a notamment Lorraine qui doit être dans le coin, qui sait tout ça. Donc, en gros, sur les caractérisations, il y a tout ça à faire. Et de montrer surtout que les contrôleurs techniques étaient aussi là pour vous aider sur le sujet et que là, vous avez quelques noms. En fait, en vrai, on ne se l'est pas dit, mais voilà, on a quelques noms de personnes. Si vous avez des projets en réemploi ou en économie circulaire, vous pouvez les contacter parce qu'ils seront forcément de votre côté, modulo le fait d'être partenaire sur le sujet. Mais ça, c'est quelque chose qu'on vous dit dès le début. Voilà. Merci beaucoup, David. On vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.